Chapitre 1er. Ce fut Miss Lemon, la compétente secrétaire d'Hercule Poirot, qui reçut l'appel téléphonique. Elle déposa son bloc de sténo, décrocha le récepteur et dit d'un ton calme « Ici Trafalgar 8137 ». Poirot se renversa contre le dossier de sa chaise, ferma les yeux et tapota doucement le bord de la table, tandis que son esprit continuait à composer les phrases courtoises de la lettre qu'il dictait. Miss Lemon posa la main sur le récepteur et demanda à mi-voix « Voulez-vous prendre une communication personnelle qui vient de Nascombe dans le Devonshire ?» Poirot fronça les sourcils. Il ne connaissait pas cet endroit. « Quel est le nom de la personne qui m'appelle » interrogea-t-il. La secrétaire posa la question dans l'appareil, puis ajouta en hésitant « A comme aérien, R comme raid. Ah oui, quel est le nom de famille ?» Puis elle se tourna vers son patron et annonça « Mrs. Ariane Oliver ». Les yeux de Poirot devinrent attentifs et une image se forma dans sa mémoire. Des cheveux gris en désordre, un profil d'aigle. Il se leva, remplaça Miss Lemon au téléphone et annonça d'un ton pompeux « Hercule Poirot est à l'appareil. » « Est-ce bien monsieur Hercule Poirot ?» L'employé paraissait en douter. Il la rassura et elle reprit « Vous avez monsieur Poirot, demandeur. » Sa voix pointue fut remplacée par un sonore contralto et Poirot écarta un peu le récepteur de son oreille. « Est-ce vraiment vous ? En personne, madame. » « Ici, Mrs. Oliver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. On ne saurait vous oublier, madame. Pourtant, cela m'arrive assez souvent. Je ne dois pas avoir une personnalité très nette. À moins que ce ne soient les modifications que j'apporte sans cesse à ma coiffure qui n'en soient la cause. Mais là n'est pas la question. J'espère ne pas vous interrompre au milieu d'un travail important. Vous ne me dérangez aucunement. Certes, je ne voudrais pas vous affoler. Seulement j'ai besoin de vous. Besoin de moi ? Oui, tout de suite. Pouvez-vous prendre un avion ? Je n'en prends jamais. Cela me rend malade. Moi aussi. Du reste, je ne crois pas que vous gagneriez tellement de temps, car il me semble que l'aéroport le plus rapproché d'ici est à Exeter, c'est-à-dire très loin. Prenez donc le train qui part de Paddington à midi et arrive directement à Nascombe. Vous en avez la possibilité, 3/4 d'heure si ma montre est exacte, quoiqu'elle le soit rarement. Mais où êtes-vous, madame, et de quoi s'agit-il ? Je suis à Nasse House, dans Nascombe. Une auto ou un taxi vous attendra à la gare. Pour quelle raison souhaitez-vous ma présence ? De quoi s'agit-il ? Répéta Poirot vivement. Les téléphones sont toujours dans des endroits gênants, répondit Mrs. Oliver. Celui-ci est dans le vestibule. Des gens vont, viennent et bavardent. J'entends très mal, mais je vous attends. Tout le monde sera enthousiasmé. Au revoir. Poirot l'entendit raccrocher et l'imita d'un air stupéfait en marmottant quelques mots. Miss Lemon, indifférente, attendait, le crayon levé. Elle répétait la dernière phrase qui lui avait été dictée avant le coup de téléphone. « Permettez-moi, cher monsieur, de vous affirmer que votre hypothèse... » Poirot lui coupa la parole d'un geste péremptoire et déclara « Mrs. Oliver était au bout du fil. Ariane Oliver, l'auteur de romans policiers. Vous avez peut-être lu... » Il s'interrompit car il se souvint que sa secrétaire ne lisait que des ouvrages sérieux et méprisait la littérature policière. Il enchaîna. « Elle désire que je parte tout de suite pour le Devonshire, dans 35 minutes, acheva-t-il après avoir regardé sa pendule. Miss Lemon parut choquée. « Vous aurez à peine le temps. Pour quelle raison vous convoque-t-elle ?»« Je l'ignore, elle ne me l'a pas dit. »« C'est étrange, pourquoi ce mutisme ?»« Parce qu'il est évident qu'elle redoutait d'être entendue. »« Les gens sont vraiment extraordinaires, » s'écria Miss Lemon dans son désir de ménager son patron. « Dire qu'on s'imagine que vous allez vous précipiter dans une aventure aussi ridicule. Un personnage aussi important que vous. J'ai toujours remarqué que les artistes et les romanciers n'ont aucun bon sens. Voulez-vous que je téléphone un télégramme ? Regrette de ne pas pouvoir quitter Londres. »
Elle tendit la main vers l'appareil, mais la voix de Poirot arrêta son geste. « Du tout. Au contraire, ayez l'obligeance de faire venir un taxi immédiatement. » Puis il appela. « Georges, mettez les objets de toilette indispensables dans ma petite valise, et vite, vite, j'ai un train à prendre. » Le train, ayant fait à toute vitesse les 3/4 de son trajet, ralentit pendant le dernier quart et s'arrêta en gare de Nascombe. Hercule Poirot fut le seul à descendre. Il franchit avec précaution la distance qui séparait la marche du compartiment de la plateforme et regarda autour de lui. Un unique porteur s'affairait dans le fourgon des bagages. Ce que voyant, Poirot saisit sa valise et se dirigea vers la sortie. Après avoir remis son billet à l'employé, il quitta la station. Une grande limousine était arrêtée dans la cour. Un chauffeur en livrée avança et demanda respectueusement « Monsieur Hercule Poirot ?» Puis, ayant débarrassé le voyageur de sa valise, il ouvrit la portière. En sortant de la gare, l'auto passa sur le pont du chemin de fer et tourna dans un chemin de campagne qui s'allongeait entre les haies fort élevées. Mais bientôt celle de droite s'abaissa, ce qui permettait de voir un magnifique paysage. Une rivière au premier plan et des collines estompées par une brume bleue dans le fond. Le chauffeur stoppa et annonça « La rivière est nommée Helm et on aperçoit Darmour au loin. » Comprenant qu'il lui fallait se montrer enthousiaste, Poirot répéta plusieurs fois « C'est superbe, c'est superbe. » En réalité, la nature le laissait toujours assez froid. Un jardin potager bien entretenu eût excité son admiration beaucoup plus sûrement. Deux jeunes filles, qui gravissaient la colline avec peine, passèrent près de la voiture. Elles étaient chargées de lourds sacs à dos, vêtues de shorts, et des écharpes aux couleurs vives leur entouraient la tête. « Il y a une auberge de jeunesse dans les environs, » expliqua le chauffeur, qui voulait décidément servir de guide touristique à Poirot. Elle est installée à Hoodon Park, qui appartenait autrefois à M. Fletcher. L'association de ces auberges de jeunesse a acheté la propriété, et pendant l'été elle est bondée. On y héberge 100 personnes par jour, mais elles ne peuvent y rester plus de 2 nuits. Il y a des touristes des deux sexes, étrangers en majorité. Poirot fit un signe vague. Il pensait, une fois de plus, que les shorts vus de dos sont rarement saillants aux formes féminines. Pourquoi les jeunes filles modernes ont-elles la rage de se travestir ainsi ? Il murmura « Ces personnes paraissent porter de bien encombrants paquets. »« Oui, monsieur. Et il y a une trotte depuis la gare, ou depuis l'arrêt d'autocar. Au moins 5 kilomètres jusqu'à Hoodon Park. » Le chauffeur hésita, puis ajouta « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions les faire monter dans la voiture. » « Certainement, certainement, » répondit Poirot aimablement. Le chauffeur remit l'auto en marche et stoppa à hauteur des deux jeunes filles qui levèrent dans sa direction leurs visages cramoisis et ruisselants de sueur. Poirot ouvrit la portière et elles se hâtèrent de grimper dans la voiture. « Vous, très bon être, » déclara l'une des deux voyageuses qui était blonde et qui avait un fort accent étranger. « La route plus longue que moi croire. » L'autre avait une figure hâlée et des boucles brunes sortaient en dessous de son fichu rouge. Elle se contenta d'acquiser d'un signe, de montrer des dents étincelantes et de murmurer « Gratier !» La blonde continua de parler. « Moi en Angleterre pour 2 semaines de vacances. Moi arrivé de Hollande. Et beaucoup dans l'Angleterre aimée. Déjà Stratford-sur-Avon, visité avec théâtre Shakespeare, et le château Warwick. Après, était Clovelly, la cathédrale d'Exeter, et Torquay, très joli. Maintenant, moi voir ici fameux panorama. Demain, rivière traversée et Plymouth allée, tout nouveau monde découvert. Et vous, signorina ? Demanda Poirot en s'adressant à l'autre jeune fille. Elle se contenta de sourire et de secouer ses boucles. « Elle pas beaucoup anglais parler, » expliquait gentiment la Hollandaise. « Un peu toutes les deux aussi causer dans le train. Elle vient de Milan et avoir parente en Angleterre.
marié avec un monsieur qui beaucoup épicerie vendre. Venu hier avec une amie jusqu'à Exeter, mais amie mangeait pâté veau jambon pas bon et resté dans la ville. Pâté veau jambon mauvais quand chaud est le temps. Le chauffeur ralentit car la route se divisait en 2 tronçons. Les jeunes filles descendirent, remercièrent en langues différentes et s'engagèrent sur le chemin de gauche. Le conducteur dit d'un air convaincu : « C'est pas seulement le veau et le jambon, faut aussi se méfier des autres pâtés. En période de vacances, les fabricants y mettent n'importe quoi. » Il démarra et prit la route de droite qui ne tarda pas à pénétrer sous bois. Il conclut son exposé concernant les clients de l'auberge de jeunesse. Il y a de gentilles petites, mais on n'arrive guère à leur faire comprendre qu'on ne doit pas entrer dans la propriété privée. Elles le font tout le temps, traversant nos bois, et font semblant de ne pas savoir ce qu'on leur dit. Il secoua la tête d'un air sombre. L'auto descendit une pente assez roide, franchit de hautes grilles en fer forgé, s'engagea dans une avenue, et finit par s'arrêter devant une grande maison blanche qui dominait la rivière. Le chauffeur ouvrit la portière au moment où un grand maître d'hôtel, très brun, se montrait sur le perron. Le domestique demanda : « Monsieur Hercule Poirot ? » ?»« Oui. »« Mrs. Oliver attend monsieur au bord de l'eau. Que monsieur me permette de l'y conduire. » Il précéda le visiteur sur un sentier en lacets qui longeait le bois et d'où l'on apercevait la rivière. Au bas de la pente, on atteignait un espace découvert, de forme ronde, entouré d'un parapet bas à créneaux. Mrs. Oliver y était assise. Elle se leva pour accueillir Poirot. Plusieurs pommes tombèrent de ses genoux et roulèrent dans toutes les directions. « Je ne sais vraiment pas pourquoi je me laisse toujours échapper ce que je tiens, dit-elle d'une voix embarrassée, car sa bouche était toujours pleine de fruits. « Comment vous portez-vous ?»« Très bien, chère madame. Et vous ?» La romancière parut un peu différente à Poirot, qui comprit pourquoi. Ainsi qu'elle y avait fait allusion au téléphone, elle avait encore changé de coiffure. La dernière fois que le criminologiste l'avait vue, elle portait les cheveux en coup de vent. Aujourd'hui, ils étaient d'un beau bleu outre-mer et formaient un échafaudage de plusieurs bouclettes dans le style marquise. Mais le dit style s'arrêtait sur le cou, car la suite de la tenue s'apparentait au genre toilette pratique de campagne. Mrs. Oliver portait un costume de tweed de couleur jaune d'œuf brillant et un pullover de ton moutarde. « Je savais que vous viendriez, affirma-t-elle gaiement. « Ce n'est pas possible, répliqua Poirot d'un air sévère. « Oh, si. Pourtant, je me demande encore la raison qui m'a amené. Je la connais, la curiosité. » Il regarda son interlocutrice, et une lueur s'alluma dans ses yeux, tandis qu'il répondait. « Votre fameuse intuition féminine ne vous a, pour une fois, peut-être pas trompé. Ne vous moquez pas. N'ai-je pas toujours deviné quel était le coupable ?» Poirot garda un silence plein de délicatesse, car il eût pu répondre « Peut-être après avoir essayé 5 fois, et même alors… » Mais il se contenta de regarder autour de lui et de rompre les chiens en disant « Vous avez une magnifique propriété. Celle-ci, elle ne m'appartient pas. Supposiez-vous le contraire ? Pas du tout. Ses propriétaires se nomment les Stubbs. Quels sont ces gens ? Oh, rien de très extraordinaire, mais très riche. Je suis ici pour remplir une mission. Ah, vous pénétrez de la couleur locale pour votre futur chef-d'œuvre ? Pas du tout. J'ai été chargé de préparer un crime. Poirot la dévisagea avec stupeur, et Miss Oliver répondit d'un ton rassurant. Oh, pas un vrai. On donne une grande kermesse ici demain, et comme nouveauté, on a pensé à une course à l'assassin. C'est moi qui en ai fait le scénario, une espèce de course au trésor. Seulement, cette idée a été exploitée si souvent qu'on a voulu changer. Alors, on m'a offert une somme intéressante pour venir tout organiser. C'est assez amusant et cela sort de la banalité. Comment l'affaire se présente-t-elle ? Bien entendu, il y aura une victime, des indices et des suspects. Le tout sera assez classique. La vampe, le maître chanteur, les jeunes amoureux, le sinistre maître d'hôtel, etc., etc.
On payera une demi-couronne pour participer aux recherches et les concurrents seront mis au fait du premier indice. Après quoi, il leur faudra trouver la victime, l'arme du crime, l'assassin et le motif. Il y aurait des prix. Remarquable, déclara Poirot. En réalité, dit tristement Miss Oliver, c'est beaucoup plus difficile à combiner qu'on ne le croit. Il faut tenir compte de l'intellect des gens, alors que dans mes livres, ils peuvent être stupides. Et c'est afin que je vous aide à organiser ce jeu que vous m'avez appelé ? Poirot ne cherchait guère à dissimuler sa vexation. Oh non, bien sûr. J'ai pensé à tout et rien ne manque. J'avais une raison très différente de vous faire venir. Quelle raison ? La romancière porta la main à sa tête, et elle allait ébouriffer ses cheveux d'un geste familier, lorsqu'elle se souvint que sa coiffure compliquée ne lui permettrait pas. Elle se contenta de tirer les lobes de ses oreilles dans l'espoir de calmer ses nerfs. Elle reprit. « Je suis peut-être sotte, mais je crois qu'il se passe quelque chose de mal. »